Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à notre cours numéro 4 d'InDesign. Aujourd'hui, vous allez réviser les principes de base pour une utilisation optimale d'InDesign. Comment manipuler des blocs? À quoi servent tous ces outils? Hâte de commencer? Alors on y va! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous traiterons des outils basiques d'InDesign. Pour bien commencer ce cours, nous allons tout d'abord parler des principaux panneaux de l'interface. Ensuite, nous verrons la manipulation des blocs et les outils incontournables que vous devez connaître. L'outil plume n'aura plus aucun secret pour vous. Nous passerons ensuite aux arrondis d'angle. Vous apprendrez à aligner tout ce qui est sur des pages et enfin, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour enregistrer un document PDF. Nous allons débuter avec les deux principaux panneaux d'InDesign, le panneau de contrôle et le panneau des propriétés. Si le panneau de contrôle n'est pas affiché à l'écran, rendez-vous sur le menu Fenêtre, puis Contrôle. Le panneau Contrôle est le panneau principal pour créer des compositions et des documents dans InDesign. Lorsque l'outil texte est sélectionné et que vous êtes dans un bloc de texte, certaines options spécifiques à l'outil sont proposées. Par exemple, la mise en forme de caractères va nous permettre de changer la police pour n'importe laquelle. Juste en dessous, vous pouvez changer le style afin qu'il soit en gras, en italique ou autre. Vous pouvez également changer la taille et l'espace entre les lignes. Les autres options disponibles vous permettent de changer le texte en lettres capitales, en exposant, souligné ou encore en petites capitales. Vous pouvez aussi choisir le crénage. Le crénage est le processus d'ajustement de l'espace entre les caractères dans une police proportionnelle, généralement utilisé pour obtenir un résultat visuellement agréable et donc une meilleure lisibilité. L'approche des lettres est différente du crénage, mais ils sont souvent confondus. L'approche est le blanc fin ajouté de part et d'autre de l'œil d'un glyphe. Il permet de ménager un espace entre les caractères afin d'améliorer leur lisibilité. Vous avez également l'option de l'échelle verticale, de la police ou le décalage vertical par rapport à l'endroit où le texte se trouve. De la même manière, vous pouvez ajuster l'échelle horizontale et l'inclinaison, si vous souhaitez mettre votre texte en italique. En ce qui concerne la mise en forme paragraphe, vous pouvez choisir l'alignement et le retrait à gauche du paragraphe ou celle de la première ligne. Puis, le retrait à droite ou le retrait à gauche de la dernière ligne. Vous pouvez modifier l'espace avant le texte, l'espace après le texte et l'espace après le paragraphe ou entre deux paragraphes. Enfin, vous avez une option pour choisir de commencer avec une lettre capitale et de changer sa taille, et ce, sur plusieurs lignes. D'autres options sont disponibles lorsque l'outil de sélection est actif. Après avoir créé un bloc d'images, le panneau de contrôle affiche les options suivantes. Le point de référence, il permet de choisir à partir d'où nous souhaitons que les paramètres s'appliquent. L'emplacement par rapport à l'origine des règles. Nous pouvons régler la largeur et la hauteur du bloc. Il y a une petite icône de chaîne. Si vous l'activez, le bloc conservera les proportions largeur-hauteur. Il y a également des pourcentages de mise à l'échelle et une chaîne pour indiquer si l'on souhaite conserver les proportions du bloc ou non. Enfin, il y a le réglage de rotation, de déformation et la rotation directe de 90 degrés. Il y a des boutons pour réaliser une transformation tout en gardant la symétrie d'axe vertical ou horizontal. Il y a l'option d'aperçu, de couleur de contour, de type de contour et d'épaisseur de contour. Le panneau des propriétés vous permet d'accéder aux commandes contextuelles d'InDesign. Le panneau propriétés d'InDesign vous permet de voir les paramètres d'affichage et les commandes dans le contexte de votre tâche ou flux de travail actuel. Ce nouveau panneau est conçu pour être facile à utiliser, afin que vous ayez accès aux bonnes commandes lorsque vous en avez besoin. Ce panneau est disponible par défaut,
dans l'espace de travail les indispensables. Il est également disponible dans Fenêtres et Propriétés. Les commandes fréquemment utilisées pour chaque zone du panneau Propriétés sont affichées sur le devant. Pour accéder à des commandes supplémentaires, cliquez sur le bouton « Plus d'options » dans le coin inférieur droit d'une zone ou sur une option soulignée. Ce bouton est permanent dans toutes les sessions. Lorsqu'un objet n'est sélectionné dans votre document et que l'outil Sélection est sélectionné, le panneau Propriétés affiche les contrôles associés à la page, la règle, les grilles, les guides, le magnétisme et certaines préférences couramment utilisées. Dans cet état, le panneau Propriétés affiche le bouton d'action rapide permettant de placer une image dans le document. Pour toute sélection, le panneau Propriétés affiche deux groupes de commandes. Les commandes de transformation et d'apparence, qui comprend la largeur, la hauteur, le fond, le contour et l'opacité, entre autres. Puis il y a les commandes dynamiques, qui sont des commandes supplémentaires. Elles dépendent du contenu de votre sélection et peuvent être mises à disposition. Par exemple, vous pouvez ajuster les attributs des caractères et des paragraphes des objets texte. Pour les objets images, le panneau Propriétés affiche les commandes « Convertir la forme », mettre en page, remplacer l'image, incorporer ou annuler l'incorporation, modifier avec et afficher dans l'explorateur. Manipulation des blocs. Les blocs forment une des parties les plus importantes d'InDesign. Nous allons donc parler de la manipulation de celle-ci. Pour dupliquer un bloc ou coller un bloc, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez bien sûr faire le classique copier-coller pour copier vos blocs, mais il existe deux autres types de collage disponibles dans le menu Édition. Il y a l'option Coller dedans qui permet de coller un bloc dans un autre bloc. Le bloc enfant est alors rattaché au bloc parent. Dans ce cas, pour gérer le bloc enfant, vous devez utiliser l'outil Sélection directe. Puis il y a l'option Coller sur place, qui permet de coller le bloc copié strictement au-dessus de l'original. Si vous souhaitez faire une duplication, sélectionnez un bloc, allez dans Édition, puis Dupliquer, ou CTRL plus Alt plus Shift plus D sur Windows, ou Commande plus Option plus Shift plus D sur Mac. Vous pouvez aussi dupliquer un bloc et placer les copies horizontalement et verticalement. Pour cela, sélectionnez un bloc, allez dans Édition et cliquez sur Exécuter et répéter ou CTRL plus Alt plus U sur Windows ou Commande plus Option plus U sur Mac. Ensuite, décochez l'option Créer sous forme de grille. Dans la zone Répétition et dans le champ Saisie, entrez le nombre de copies que vous souhaitez réaliser. Dans le champ de saisie verticale et horizontale de la zone décalage, saisissez les valeurs que vous souhaitez pour décaler vos copies par rapport à la position originale du premier bloc. Cochez l'option Aperçu pour voir ce que vous faites en direct. Des outils incontournables, sélection et plume. Nous allons maintenant vous présenter quelques outils indispensables pour l'utilisation d'InDesign. InDesign propose plusieurs méthodes et outils de sélection. L'outil de sélection permet de sélectionner des blocs de texte, des blocs graphiques et de manipuler un objet à l'aide de son cadre de sélection. Si vous cliquez sur l'entrée du contenu, anneau, qui apparaît lorsque vous placez le pointeur de la souris sur une image, vous pouvez manipuler l'image dans le cadre sans activer l'outil sélection directe. L'outil de sélection directe permet quant à lui de sélectionner le contenu d'un bloc tel qu'un graphique importé ou de travailler directement avec des objets modifiables tels que des tracés, des rectangles ou du texte converti en tracé vectoriel. L'outil texte permet de sélectionner du texte dans un cadre de texte, sur un tracé ou dans un tableau. Le sous-menu sélection permet de sélectionner le conteneur d'un objet ou bloc et son contenu. Le sous-menu sélection vous permet également de sélectionner des objets en fonction de leur position par rapport à d'autres objets. Pour afficher le sous-menu sélection, choisissez Objet et Sélection. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un objet Windows
ou maintenir la touche CTRL enfoncée, macOS, pour afficher son menu contextuel et choisir Sélection. Vous pouvez aussi sélectionner le contenu avec le bouton Sélectionner dans le panneau de contrôle. Il y a au total 4 boutons, un pour sélectionner le conteneur, un autre pour le conteneur, un bouton de sélection objet suivant et un pour objet précédent. Ils servent à sélectionner les objets dans un groupe ou sur un tableau. Pour sélectionner ou désélectionner tous les objets de la planche et de la table de présentation, selon l'outil actif et la sélection en cours, allez dans Édition, Sélectionner tout ou Édition, Désélectionner tout. Les outils incontournables. Et il vous sera nécessaire de connaître quelques concepts basiques tels qu'objet. C'est un élément imprimable sur une page ou sur la table de mise en page, par exemple un tracé ou un graphique importé. Un bloc ou un tracé sont soit une forme que vous dessinez, soit un conteneur pour du texte ou des graphiques. Les termes cadre de sélection est un rectangle avec 8 poignées de sélection qui représentent les dimensions verticales et horizontales d'un objet. Avant de pouvoir modifier un objet, vous devez le sélectionner à l'aide d'un outil de sélection. Utilisez l'outil sélection pour sélectionner le cadre de sélection de l'objet, afin d'effectuer des opérations de mise en page générale, telles que le positionnement et le reditionnement des objets. Dans le cas d'une image, cet outil vous permet de sélectionner soit le cadre, soit l'image dans le cadre. L'entrée de contenu apparaît lorsque vous placez le pointeur sur une image. Ce sont les 2 cercles au milieu. Cliquez sur l'entrée de contenu pour sélectionner le contenu. Puis cliquez à l'extérieur de l'entrée du contenu pour sélectionner le bloc. Un graphique importé est toujours contenu dans un bloc. Il est possible de sélectionner le graphique et son cadre, le graphique uniquement ou encore le cadre. Le bloc et le cadre de sélection d'un graphique importé peuvent être de tailles différentes. En haut, vous avez un cadre de sélection sélectionné comparé au bloc rectangulaire sélectionné en bas. Lorsqu'il s'agit d'objets rectangulaires, il peut être difficile de différencier le cadre de sélection du tracé de l'objet lui-même. Il faut savoir qu'un cadre de sélection affiche toujours 8 grands points d'ancrage creux et qu'un tracé rectangulaire comporte toujours 4 petits points d'ancrage, creux ou pleins. Pour tout objet, vous pouvez sélectionner son cadre de sélection, qui est le rectangle en indiquant ses dimensions horizontales et verticales. Pour les objets connexes, le cadre de sélection est un rectangle en pointillé. Le cadre de sélection est également appelé conteneur. Récapitulatif. Pour tout objet, vous pouvez sélectionner son cadre de sélection, c'est-à-dire le rectangle en indiquant ses dimensions horizontales et verticales. Pour les objets associés, le cadre de sélection est un rectangle en pointillé. Le cadre de sélection permet de déplacer, dupliquer et mettre à l'échelle un objet sans recourir à d'autres outils. Dans le cas d'un tracé, le cadre de sélection permet de traiter l'ensemble de l'objet sans risque de modification accidentelle des points d'ancrage qui définissent sa forme. Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs objets à l'aide de l'outil sélection, un cadre de sélection indiquant la taille de chaque objet s'affiche. Si l'objet est sélectionné mais que le cadre de sélection ne s'affiche pas, il se peut que vous ayez utilisé l'outil sélection directe pour sélectionner l'objet. Si le bloc n'est pas sélectionné lorsque vous cliquez dessus, il se peut que le bloc correspond à un élément verrouillé, ou alors qu'il figure sur un calque verrouillé. Pour sélectionner un tracé, ou des points sur un tracé qui sont définis par des points d'ancrage, des points d'extrémité et des lignes directrices, il vous faudra sélectionner les points d'ancrage et les points d'extrémité à l'aide de l'outil de sélection directe. Il est représenté par une petite flèche blanche. Vous pouvez utiliser la flèche blanche pour déplacer un tracé avec un seul point sélectionné, comme je vais le faire sur la gauche, ou avec plusieurs points sélectionnés, comme je le fais sur la droite. Quand vous avez sélectionné l'outil sélection directe,
cliquez sur le tracé pour le sélectionner. Observez la transformation de l'outil lorsque vous le placez sur un tracé ou sur un point. Il y a un petit carré qui se forme. À partir de là, cliquez sur un point individuel pour le sélectionner ou sélectionner plusieurs points sur un tracé. Appuyez sur la touche Shift et cliquez sur chaque point. Si vous souhaitez sélectionner simultanément tous les points d'un tracé, cliquez sur le point situé au centre de l'objet et maintenez la touche Alt sur Windows ou Option chez macOS enfoncée et cliquez sur le tracé. Si vous sélectionnez une partie de l'objet à l'aide de l'outil sélection directe, la commande CTRL+A vous permettra également de sélectionner tous les points. Pour sélectionner du texte à l'intérieur d'un bloc, cliquez sur un bloc de texte à l'aide de l'outil Texte. Un point d'insertion s'affiche alors. On appelle point d'insertion la petite barre qui clignote. Pour créer un point d'insertion dans le texte à l'aide de n'importe quel outil de sélection, cliquez 2 fois sur un bloc de texte. Pour sélectionner un objet à l'intérieur d'un bloc, cliquez sur l'objet à l'aide de l'outil sélection directe. L'outil sélection directe se transforme automatiquement en outil main lorsqu'il est placé sur un objet graphique dans un bloc. Il ne change pas lorsqu'il est placé sur un objet non graphique comme un tracé. Si l'objet contenu dans le bloc est une image, faites un double-clic pour sélectionner l'image. Pour sélectionner tous les objets compris dans une zone rectangulaire, utilisez l'outil Sélection pour créer un rectangle de sélection autour des objets à sélectionner. Pour sélectionner des objets non adjacents, utilisez l'outil Sélection pour sélectionner un objet, puis cliquez sur d'autres objets en maintenant la touche Shift enfoncée. Si vous cliquez de nouveau sur un objet sélectionné, celui-ci sera désélectionné. Si vous créez de nouveau un cadre de sélection autour des objets sélectionnés, ceux-ci seront désélectionnés. Pour désélectionner tous les objets d'une planche et de sa table de montage, choisissez Édition et Tout désélectionner. Ou, si l'outil Sélection ou Sélection directe est actif, cliquez au moins à 3 pixels de distance d'un objet. La commande Tout sélectionner ou CTRL+A diffère selon le contexte. Lorsque l'outil sélection est actif, la commande Tout sélectionner sélectionne les tracés, les blocs de la planche et de la table de montage et active leur cadre de sélection. Lorsque l'outil sélection directe est actif et que vous sélectionnez un objet à l'aide de cet outil, la commande Tout sélectionner sélectionne tous les points d'ancrage de l'objet, mais ne sélectionne aucun autre objet. Si aucun objet n'est sélectionné, la commande Tout sélectionner sélectionne tous les objets de tracé de la planche et de la table de montage. Lorsque l'outil Texte est actif et qu'un bloc de texte comporte un point d'insertion, signalé par la petite barre verticale clignotante dont on a parlé, la commande Tout sélectionner sélectionne tout le texte de ce bloc. Lorsqu'un objet est sélectionné dans un groupe, la commande Tout sélectionner sélectionne les autres objets du groupe. Aucun autre objet n'est sélectionné sur la planche. Enfin, la commande Tout sélectionner ne sélectionne pas les objets se trouvant sur des calques verrouillés ou masqués. Il y a certaines conditions qui peuvent parfois empêcher la sélection d'un objet. Par exemple, si l'objet est recouvert par un autre objet de la pile. Pour corriger cela, maintenez la touche CTRL sur Windows ou Commande sur macOS enfoncée et cliquez plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que le bloc ou le groupe souhaité soit sélectionné. Si l'objet a été verrouillé, choisissez la commande Objet et Tout verrouiller sur la planche. Si l'objet figure sur un calque verrouillé, déverrouillez le calque en cliquant sur l'icône d'un cadenas figurant à droite du petit œil dans le panneau Calque pour pouvoir continuer avec la sélection. Lorsqu'un bloc contient un objet, on dit que cet objet est imbriqué dans un conteneur ou bloc. Il existe 3 principaux types d'imbrication: les tracés dans des blocs, les blocs dans des blocs et les groupes dans des groupes. Vous devez connaître avec exactitude les objets et les attributs d'objets à sélectionner, ceux qui sont actuellement sélectionnés
et les outils de sélection à utiliser pour modifier vos sélections. Pour contrôler les sélections dans les groupes imbriqués, utilisez les outils Sélection directe et Sélection, ainsi que les boutons Sélectionner le contenu et Sélectionner le conteneur. Vous pouvez sélectionner des caractères de texte à tout moment à l'aide de l'outil Texte, quel que soit le niveau d'imbrication du bloc de texte. Pour sélectionner des objets imbriqués, associés ou superposés. Lorsque vous imbriquez des objets ou que vous superposez des objets sur un même calque, il peut être difficile de sélectionner un seul objet ou bloc. Le menu Objet et le menu Contextuel contiennent des options de sélection facilitant la sélection de l'objet voulu. Il y a 3 types de sélection d'objets imbriqués. La sélection de l'image, la sélection du tracé du bloc contenant l'image et la sélection du groupe contenant le bloc. Notez qu'il est plus facile de localiser l'objet sélectionné lorsque le panneau Information est ouvert. Si vous n'arrivez pas à sélectionner l'objet désiré, il y a 2 méthodes. Soit vous allez dans le menu Objet, vous cliquez sur Sélectionner et vous choisissez l'une des options de sélection. Soit vous placez le pointeur de la souris sur l'objet que vous souhaitez sélectionner et vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Windows ou vous cliquez en maintenant la touche CTRL enfoncée sur macOS pour afficher le menu contextuel. Choisissez ensuite Sélection, puis l'option de sélection désirée. Attention, la sélection d'objets par la commande du menu contextuel ne produit pas les mêmes effets que les commandes du menu Objet sélectionné. Dans le menu contextuel, les sélections sont basées sur le point où vous cliquez pour l'affichage du menu. Dans cette optique, seul l'objet au-dessus ou au-dessous du point où vous cliquez est sélectionné et non pas l'objet suivant dans l'ordre de superposition. Nous allons maintenant parler de l'outil Plume avec lequel vous pouvez dessiner des segments de lignes droites. Le type de tracé le plus simple que vous pouvez dessiner avec l'outil Plume est une ligne droite que vous créez en cliquant avec la plume pour créer 2 points d'ancrage. Un clic supplémentaire crée un tracé composé de segments de lignes reliées par des points de sommet. En cliquant sur l'outil Plume, vous créez des segments droits. Par exemple, prenez l'outil et le positionnez n'importe où. Puis, cliquez pour définir le premier point d'ancrage. Il ne faut pas faire glisser. Et enfin, cliquez ailleurs pour créer une ligne. Le premier segment que l'on dessine n'est pas visible tant que l'on n'a pas cliqué sur un deuxième point d'ancrage. Si des lignes directionnelles apparaissent, cela signifie que vous avez accidentellement fait glisser l'outil Plume. Pour annuler, allez dans le menu Édition, puis cliquez sur Annuler et cliquez à nouveau. Ou alors, faites CTRL plus Z et cliquez à nouveau à l'endroit où vous souhaitez que le segment se termine. Shift plus cliquez pour contraindre l'angle du segment à un multiple de 45 degrés. Continuez à cliquer pour définir des points d'ancrage supplémentaires pour les segments de droite. Le dernier point d'ancrage ajouté apparaît toujours sous la forme d'un carré plein, indiquant qu'il a été sélectionné. Les points d'ancrage précédemment définis deviennent creux et non sélectionnés au fur et à mesure que vous ajoutez des points d'ancrage. Nous pouvons compléter le tracé en plaçant l'outil Plume sur le premier point d'ancrage, trou. Lorsqu'il est correctement positionné, un petit cercle apparaît à côté du pointeur de l'outil Plume. Cliquez ou faites glisser pour fermer le tracé. Une petite remarque, pour fermer un tracé dans InDesign, vous pouvez soit cliquer ou glisser le tracé, ou vous pouvez sélectionner l'objet et choisir Objet, Tracé et fermer le tracé. Pour laisser le tracé ouvert, appuyez sur CTRL Windows ou Commande macOS et cliquez sur n'importe où à l'écart de tous les objets. Pour laisser le tracé ouvert, vous pouvez également sélectionner un autre outil ou aller sur Édition, puis désélectionner tout dans InDesign. Vous pouvez aussi simplement appuyer sur Entrée ou Retour pour laisser le tracé ouvert. Pour dessiner des courbes avec l'outil Plume,
vous devez ajouter un point d'ancrage à l'endroit où la courbe change de direction et faire glisser les lignes qui forment la courbe. La longueur et la pente des lignes de direction déterminent la forme de la courbe. Les courbes sont faciles à modifier avec l'outil de sélection directe et peuvent être affichées et imprimées plus rapidement. Si elles sont dessinées en utilisant le moins de points d'ancrage possible. L'utilisation d'un trop grand nombre de points peut introduire des bosses indésirables dans une courbe. Sélectionnez l'outil plume et positionnez-le à l'endroit où vous voulez que la courbe commence et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Le premier point d'ancrage apparaît et le pointeur de l'outil plume se transforme en flèche. Faites ensuite glisser le tracé pour définir la pente du segment courbe que vous créez et relâchez le bouton de la souris. En général, prolongez la ligne de direction d'environ un tiers de la distance jusqu'au prochain point d'ancrage que vous prévoyez de dessiner. Plus tard, vous pourrez ajuster un ou deux des côtés de la ligne de direction. Maintenez la touche Shift enfoncée pour limiter l'outil à des multiples de 45 degrés. Rappelez-vous de toujours positionner l'outil plume à l'endroit où vous souhaitez que le segment incurvé se termine. Pour créer une courbe en C, faites glisser dans la direction opposée à la ligne de direction précédente et relâchez le bouton de la souris. Ensuite, dessinez le deuxième point d'une courbe. Pour cela, faites glisser le deuxième point de lissage, faites glisser à l'extérieur de la ligne de direction précédente et créez une courbe en forme de C. Pour créer une courbe en S, faites glisser de la même direction que la ligne de direction précédente et relâchez le bouton de la souris. Donc, pour dessiner une courbe en S, il faut faire glisser le nouveau point de lissage vers l'extérieur de la ligne de direction précédente et créer une courbe en forme de S. Et nous avons une courbe en forme de S. Continuez à faire glisser l'outil plume à partir de différents endroits pour créer une série de courbes douces. Notez que vous placez les points d'ancrage au début et à la fin de chaque courbe, et non à la fin de la courbe. Appuyez sur Alt, Windows ou Option, macOS, et faites glisser les lignes de direction pour rompre les lignes de direction d'un point d'ancrage. Pour dessiner un segment droit suivi d'un segment courbe, il faut d'abord terminer le segment droit, puis placer l'outil plume au-dessus du point final, et enfin, glisser le point de direction pour créer un nouveau point d'ancrage pour terminer la courbe. Pour dessiner des courbes suivies de lignes droites à l'aide de l'outil plume, faites glisser le pointeur pour créer le premier point de lissage du segment courbe et relâchez le bouton de la souris. Puis, positionnez l'outil plume à l'endroit où vous souhaitez que le segment courbe se termine. Faites glisser pour terminer la courbe et relâchez le bouton de la souris. Cliquez en appuyant sur Alt et sur le point d'ancrage pour convertir le point de lissage en point de vertex. Positionnez l'outil plume à l'endroit où vous voulez que le segment se termine et cliquez pour terminer le segment. Placez l'outil stylo sur le point d'extrémité existant. Ensuite, cliquez sur le point final et cliquez sur le point vertical suivant. Pour dessiner deux segments courbes reliés par un sommet à l'aide de l'outil plume, faites-le glisser pour créer le premier point de lissage d'un segment incurvé. Positionnez l'outil plume et faites-le glisser pour créer une courbe avec un deuxième point de lissage. Puis maintenez la touche Alt, Windows ou Option, macOS enfoncée et faites glisser la ligne de direction jusqu'à son extrémité opposée pour définir la pente de la courbe suivante. Enfin, appuyez sur la touche et le bouton de la souris. Le processus convertit le point de lissage en un point de sommet en divisant les lignes de direction. Positionnez l'outil plume à l'endroit où vous souhaitez que le deuxième segment courbe se termine et faites glisser un nouveau point de lissage pour le terminer.
Vous voici déjà arrivé à notre premier quiz. C'est parti! Première question. Quand on sélectionne l'outil texte, quelles sont les deux options qui se trouvent à gauche du panneau de contrôle? Réponse A, police et taille. Réponse B, couleur et contour. Réponse C, crénage et espace de paragraphe. Réponse D, mise en forme de texte et paragraphe. Lorsqu'on utilise l'outil texte, le panneau de contrôle nous présente deux choix, la mise en forme des textes et la mise en forme des paragraphes. La bonne réponse est donc la réponse D. Deuxième question. Laquelle de ces options n'est pas dans le panneau de contrôle lorsque vous avez un outil de sélection? Réponse A, position. Réponse B, rotation. Réponse C, zoom. Réponse D, aperçu. On a beaucoup d'options, mais zoom n'en est pas une. Cela veut dire que la bonne réponse est la réponse C. Troisième question. À partir de quel menu arrive-t-on au panneau de contrôle? Réponse A, objet. Réponse B, affichage. Réponse C, fenêtre. Ou réponse D, page. La bonne réponse est la réponse C. Pour avoir le panneau de contrôle, il vous suffit d'aller sur Fenêtre et de cliquer sur Contrôle. On passe à l'avant-dernière question. Quel est le raccourci pour dupliquer un bloc sur PC? Réponse A, CTRL plus ALT plus D. Réponse B, CTRL plus SHIFT plus D. Réponse C, CTRL plus ALT plus SHIFT plus D. Ou réponse D, ALT plus SHIFT plus J. La réponse correcte est la réponse C. Vous pouvez effectuer une duplication de bloc avec CTRL plus ALT plus SHIFT plus D. Cinquième et dernière question. En quoi se transforme automatiquement l'outil de sélection directe lorsqu'il est placé sur un objet graphique dans un bloc? Réponse A, une main. Réponse B, outil zoom. Réponse C, la pipette. Réponse D, une règle. L'outil sélection directe se transforme automatiquement en outil main lorsqu'il est placé sur un objet graphique dans un bloc. La bonne réponse est donc la réponse A. Bravo! Vous venez de terminer le premier quiz. La commande Option d'arrondi vous permet d'appliquer rapidement des effets d'arrondi à n'importe quel tracé. Les effets disponibles comprennent de simples arrondis et des ornements fantaisistes. Nous pouvons donner différents effets et différentes épaisseurs de traits sur l'arrondi de forme.
Dans l'exemple A, il y a un effet Top Fantasy sans contour. Le B comprend le même effet avec un contour à 1 point et le C comprend le même effet avec un contour à 4 points. L'application de forme d'arrondi est faite à l'aide de la boîte de dialogue Options d'arrondi. Pour cela, sélectionnez un chemin avec un outil de sélection. Sélectionnez Objet, Options d'arrondi. Puis, pour appliquer l'effet d'arrondi aux 4 coins d'un rectangle, sélectionnez l'icône Unifier tous les paramètres qui ressemble à une chaîne. Lorsque cette option est activée, l'icône se transforme en un chaînon brisé. Là, vous pouvez choisir un effet d'arrondi et définir la taille d'un coin au minimum. La taille détermine le rayon d'extension de l'effet d'arrondi à partir de chaque coin. Pour finir, sélectionnez Aperçu pour voir les résultats de l'effet avant de l'appliquer et cliquez ensuite sur OK. Vous pouvez appliquer des effets d'arrondi au bloc rectangulaire. Pour cela, allez sur Affichage puis Extra et affichez les coins dynamiques. Cela permettra que lorsque vous cliquerez et ferez glisser un carré jaune apparaîtra sur le bloc. Sélectionnez le bloc rectangulaire et cliquez sur le carré jaune. 4 diamants jaunes apparaissent dans le bloc sélectionné, indiquant que les coins dynamiques sont activés. Si vous le faites glisser, les bords du cadre s'arrondissent. Il y a 3 options pour ajouter des effets d'arrondi. La première option est ajuster le rayon d'arrondi des 4 sommets en même temps. Faites glisser l'un des diamants vers le centre du bloc. Deuxièmement, si vous souhaitez ajuster un seul coin, faites glisser un diamant tout en maintenant la touche Shift enfoncée. Troisièmement, pour faire défiler les différents effets, cliquez sur un losange jaune tout en maintenant la touche Alt Windows ou Option macOS enfoncée. Pour arrêter de modifier les coins, cliquez en dehors du bloc sélectionné. La commande Option d'arrondi du panneau Contour peut inclure des formes supplémentaires si vous avez acheté un plugin qui ajoute de tels effets. Les effets d'arrondi apparaissent à tous les sommets d'un graphique, mais jamais au point d'inflexion. Les effets changent d'angle automatiquement lorsque les sommets d'un graphique sont déplacés. Si un effet modifie sensiblement la trajectoire, par exemple en la bombant, il peut affecter la manière dont un bloc interagit avec son contenu ou avec d'autres parties de la page. Par exemple, l'augmentation de la taille d'un effet d'arrondi peut éloigner un habillage de cadre ou un encart de cadre du cadre. Vous ne pouvez pas modifier les effets d'arrondi, mais vous pouvez modifier leur apparence en changeant le rayon d'arrondi du coin ou du contour. Si vous avez appliqué des effets d'arrondi, mais que vous ne les voyez pas, assurez-vous que le chemin a des sommets et qu'un gradient de couleur ou de contour est appliqué. Augmentez ensuite la valeur de l'option taille dans la boîte de dialogue Options d'arrondi ou augmentez l'épaisseur du contour dans le panneau Contour. Les panneaux d'alignement, groupés ou dégroupés. Utilisez le panneau Aligner. Pour l'activer, allez dans Fenêtre, puis Objets et Mise en page, puis Alignement pour aligner ou disposer les objets horizontalement ou verticalement le long de la sélection, des marges, de la page ou de la propagation. Il y a quelques points à savoir lorsque vous travaillez avec le panneau Aligner. Ce panneau n'affecte pas les objets auxquels la commande verrouillée a été appliquée et ne modifie pas l'alignement des paragraphes de texte dans leur cadre. L'alignement du texte n'est pas modifié par les options d'alignement des objets. Je vais vous faire une petite présentation du panneau d'alignement. Tout d'abord, à gauche, vous avez les boutons d'alignement vertical et les boutons de disposition verticale. Ensuite, il y a l'option de disposition d'espacement, les boutons d'alignement horizontal, les boutons de disposition horizontale et les options d'emplacement de l'alignement. Vous pouvez utiliser le panneau d'alignement pour aligner ou espacer les objets sélectionnés, horizontalement ou verticalement, par rapport à la sélection, aux marges, à la page ou à la propagation. Pour afficher le panneau d'alignement, allez dans Fenêtre,
Objet et mise en page, Alignement. Pour afficher ou masquer les options du panneau, choisissez Fenêtre, Objet et mise en page, Alignement. Pour afficher ou masquer les options supplémentaires du panneau, choisissez Afficher les options ou masquer les options dans le menu du panneau. Pour aligner des objets, cliquez sur le bouton correspondant au type d'alignement souhaité. Pour distribuer des objets, cliquez sur le bouton du type de répartition souhaité. Par exemple, si vous cliquez sur le bouton Distribuer les bords gauche lorsque l'option Aligner sur la sélection est activée, InDesign s'assure que l'espace entre les bords gauche et de chaque objet sélectionné soit égal. En utilisant l'option Distribuer les centres horizontaux et en ajoutant une valeur à Utiliser l'espacement, vous obtenez le résultat de l'image ci-dessous. Pour définir l'espacement entre les objets, sélectionnez Utiliser l'espacement sous Répartition de l'espacement et spécifiez l'espacement souhaité entre les objets. Si l'option Répartition de l'espacement n'est pas visible, rappelez-vous de l'activer dans le menu du panneau Aligné. Cliquez ensuite sur le bouton Répartition de l'espacement pour répartir les objets le long des axes horizontaux ou verticaux. Il existe une autre façon de créer un alignement et c'est avec l'outil Espace. Il vous permet d'ajuster rapidement la taille d'un écart entre deux ou plusieurs objets. Il vous permet également de redimensionner simultanément plusieurs objets dont les bords sont alignés de manières égales, tandis que les espaces entre les objets restent fixes. Il s'agit d'un processus en une seule étape qui vous permet d'ajuster la composition en manipulant directement l'espace entre les objets. L'outil Espace contourne les objets verrouillés et les éléments de la page principale. Pour commencer, sélectionnez l'outil Espace et appuyez sur la touche U. Déplacez le pointeur entre deux objets. Si vous appuyez sur Shift, l'outil ajuste seulement deux éléments au regard de la position du curseur. En appuyant sur CTRL, l'outil redimensionne l'espace au lieu de le déplacer. Et en appuyant sur Alt, il déplace les éléments de page au lieu de redimensionner. Pour afficher des conseils sur l'utilisation de l'outil Espace, sélectionnez l'outil et ouvrez le panneau Tooltips dans Fenêtre, Utilitaire et Infobulle. Lorsque vous transformez plusieurs objets sélectionnés, vous pouvez redimensionner proportionnellement l'espacement entre les objets au lieu de redimensionner les objets. Par exemple, si vous souhaitez modifier ces trois formes alignées, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'outil Espace. Il vous suffit de sélectionner les objets et commencer à faire glisser une poignée de sélection et maintenez la barre d'espacement enfoncée pendant que vous la faites glisser. Continuez à la faire glisser pour modifier l'espacement entre les objets. Si vous la glissez sans appuyer sur Espace, les objets seront déformés. Grouper ou dégrouper des objets. Pour grouper des objets sur InDesign, maintenez la touche Shift enfoncée. Cliquez sur toutes les images et tous les textes et utilisez le bouton CTRL plus G pour les grouper. Pour dégrouper des objets, sélectionnez les objets et utilisez le bouton Shift plus CTRL plus G. Enregistrement d'un fichier PDF. Lors de l'exportation au format PDF, de la création ou de la modification de valeurs PDF, vous pouvez définir des options PDF. Les options Adobe PDF sont divisées en catégories. Les catégories apparaissent sur le côté gauche de la boîte de dialogue exportée Adobe PDF, à l'exception des options Standard et Compatibilité qui se trouvent en haut de la boîte de dialogue exportée Adobe PDF. Lors de l'exportation au format PDF, si vous modifiez l'une des options, le mot « modifier » sera inclus à la fin du nom de la valeur. L'option Norme spécifie un format PDF/X pour le fichier. L'option Compatibilité spécifie une version PDF pour le fichier. La première option à notre gauche, Général, nous permet de spécifier les options de base du fichier. La compression indique si l'œuvre doit être compressée ou sous-échantillonnée et, le cas échéant,
quelle méthode et quels paramètres utiliser. Sur Repères et fonds perdus, vous pouvez préciser les marques et les zones de fonds perdus de l'imprimante ainsi que les indications. Bien que les options soient les mêmes que celles de la boîte de dialogue imprimée, les calculs sont subtilement différents car un PDF n'est pas imprimé à une taille de page connue. Le menu Sortie contrôle la façon dont les couleurs et les profils d'objectifs de sortie PDF/X sont enregistrés dans le fichier PDF. Le menu Avancé contrôle la façon dont les polices, les spécifications OPI, l'aplatissement de l'apparence et les instructions JDF sont enregistrés dans le fichier PDF. L'option Sécurité permet d'ajouter de la sécurité au fichier PDF, mais ces options de sécurité ne sont pas disponibles lors de la création ou de la modification d'une valeur PDF. Enfin, le menu Synthèse affiche un résumé des paramètres PDF actuels. Vous pouvez cliquer sur la flèche située à côté d'une catégorie, par exemple Général, pour afficher les paramètres individuels. Pour enregistrer le résumé sous forme de fichier texte ASCII, cliquez sur Enregistrer le résumé. Une icône d'avertissement apparaît avec un texte explicatif. Si une valeur de pré-réglage sélectionnée ne peut pas être appliquée et doit être réaffectée. Par exemple, si une valeur spécifie les profils sources et que cela ne corresponde pas au fichier de paramètres de couleurs actuels, les profils spécifiés par le fichier de paramètres de couleurs seront utilisés. Dans le menu général des fichiers PDF, il y a l'option Description, qui affiche la description de la valeur sélectionnée et offre la possibilité de modifier la description. Sur Page, vous pouvez exporter toutes les pages d'un document ou d'un livre actif. Dans Affichage, vous pouvez voir comment le PDF s'affiche lorsqu'il est ouvert pour la première fois. Dans la partie Options du menu général, il y a plusieurs choix. La première option est Incorporer les vignettes de page. Cette option incorpore un aperçu en miniature de chaque page du PDF, ce qui va augmenter la taille du fichier. Désélectionnez cette option si le PDF doit être visualisé et imprimé dans Acrobat 5.0 ou les versions ultérieures. Ces versions génèrent les vignettes de manière dynamique chaque fois que l'on clique sur le volet page d'un PDF. L'option Optimiser pour un affichage rapide sur le web restructure le fichier PDF pour un téléchargement page par page, service octet par octet, afin de réduire la taille du fichier et d'optimiser un affichage plus rapide dans un navigateur web. Cette option permet de compresser le texte et le dessin au trait, quels que soient les paramètres sélectionnés dans la catégorie compression de la boîte de dialogue exportée Adobe PDF. Vous pouvez également activer la case Créer un PDF balisé, ce qui permettra, lors de l'exportation, que les éléments de l'article soient automatiquement étiquetés en fonction d'un sous-ensemble d'étiquettes Acrobat pris en charge par InDesign. Ce sous-ensemble comprend la reconnaissance des paragraphes, le formatage de base du texte, les listes et les tableaux. Vous pouvez également insérer et ajuster ces balises dans le document avant de l'exporter au format PDF. Voire ajouter une structure au fichier PDF. L'option Créer des calques Acrobat enregistre chaque calque InDesign comme un calque Acrobat dans le fichier PDF. En outre, il vous permet d'exporter toutes les marques d'impression incluses vers un autre calque de balisage et de fond perdu. Les calques sont entièrement accessibles, ce qui permet aux utilisateurs d'Acrobat 6.0 et ses versions ultérieures de générer plusieurs versions du fichier à partir d'un seul fichier PDF. Par exemple, si un document doit être publié en plusieurs langues, vous pouvez placer le texte de chaque langue sur un calque différent. Un prestataire de service pré-presse peut ensuite afficher et masquer les calques pour générer différentes versions du document. Attention, si vous sélectionnez l'option Créer des calques Acrobat lors de l'exportation d'un livre au format PDF, les calques portant le même nom seront fusionnés par défaut. Il y a également l'option Exportation des calques. Elle détermine si les calques visibles et non imprimables sont inclus dans le fichier PDF.
Utilisez les paramètres d'options de calque pour déterminer pour chaque calque s'il doit être masqué ou défini comme non imprimable. Lors de l'exportation au format PDF, choisissez d'exporter tous les calques, y compris les calques cachés et non imprimables, les calques visibles, y compris les calques non imprimables, ou les calques visibles et imprimables. En dernier, il y a le menu Inclure. Ce menu permet de créer des signets pour les entrées de la table de matière. Ces signets sont créés à partir des données spécifiées dans le panneau Signer. Il y a les hyperliens, il crée des annotations d'hyperliens PDF pour les hyperliens InDesign, pour les entrées de table des matières et les entrées d'index. Ensuite, il y a les objets non imprimables. Cette fonction exporte les objets auxquels l'option non imprimable du panneau Attributs a été appliquée. Puis il y a l'option grille de lignes de base et repères visibles. Elle permet d'exporter les guides de marge, les guides simples, les guides de colonnes et les grilles de base qui sont visibles dans le document. Les grilles et les guides sont exportés dans la même couleur que celles utilisées dans le document. Pour terminer, il y a l'option éléments interactifs. Elle adapte le fichier pour inclure des éléments tels que des boutons et des affiches de films dans le PDF. Pour créer un PDF avec des éléments interactifs, choisissez Adobe PDF Interactif au lieu de Adobe PDF Impression, voire option d'exportation du PDF interactif. Nous allons maintenant aborder les options de compression et de sous-échantillonnage pour enregistrer les fichiers PDF. Si vous exportez des documents au format Adobe PDF, vous pouvez compresser le texte et les dessins au trait. Vous pouvez également compresser et sous-échantillonner les images bitmap. En fonction des paramètres que vous sélectionnez, la compression et le sous-échantillonnage peuvent réduire considérablement la taille d'un fichier PDF sans perte de données ou de précision, ou presque. La zone de compression de la boîte de dialogue exportée Adobe PDF est divisée en 3 sections. Chaque section offre des options pour la compression et le rééchantillonnage des images en couleur, en niveau de gris ou monochrome de l'œuvre. L'échantillonnage fait référence à la réduction du nombre de pixels dans une image. Pour sous-échantillonner une image en couleur, en niveau de gris ou monochrome, il vous faudra sélectionner une méthode d'interpolation. Les méthodes de sous-échantillonnage. La méthode d'interpolation détermine la manière dont les pixels sont supprimés. Interpolation A calcule la moyenne des pixels dans une zone d'échantillonnage et remplace toute la zone par la couleur du pixel moyen à la résolution spécifiée. Échantillonnage A choisit un pixel au centre de la zone d'échantillonnage et remplace la zone entière par la couleur de ce pixel. Cette méthode réduit considérablement le temps de conversion par rapport au sous-échantillonnage, mais donne des images moins arrondies et moins continues. Sous-échantillonnage bicubique A utilise une moyenne pondérée pour déterminer la couleur du pixel et produit généralement de meilleurs résultats que la méthode d'échantillonnage moyen. Ce type de sous-échantillonnage est le plus lent, mais il est aussi le plus précis car il fournit des gradients de tonalité plus doux. Les méthodes de compression. La compression détermine le type de compression à utiliser. Parmi les options existantes, il y a automatique, JPG, détermine automatiquement la meilleure qualité pour les images en couleur ou en niveau de gris. Pour la plupart des fichiers, cette option donne des résultats satisfaisants. JPEG convient aux images en couleur ou en niveau de gris. Cette compression est avec perte, c'est-à-dire qu'elle supprime des données de l'image et peut réduire sa qualité. Cependant, cette compression tente de réduire la taille du fichier avec une perte minimale d'informations. De plus, elle supprime des données, elle peut réduire la taille des fichiers bien plus que la compression ZIP. ZIP fonctionne bien sur les images comportant des grandes zones de la même couleur ou des motifs répétitifs, ainsi que les images en noir et blanc comportant des motifs répétitifs. Cette compression peut être avec ou sans perte en fonction du paramètre qualité de l'image.
Les images en niveau de gris colorées dans InDesign dépendent du paramètre de compression des images couleurs. Cependant, les images en niveau de gris coloré comprenant des couleurs d'accompagnement utilisent le paramètre de compression pour les niveaux de gris. L'image en niveau de gris comprend les options suivantes. La qualité de l'image, elle détermine le degré de compression appliqué. Pour la compression JPEG ou JPEG 2000, vous pouvez choisir parmi minimum, basse qualité, qualité moyenne, haute qualité ou maximum. Pour la compression zip, seule l'option 8 bits est disponible, car InDesign utilise la méthode zip sans perte. Ainsi, aucune information n'est supprimée pour réduire la taille du fichier, de sorte que la qualité de l'image n'en est pas affectée. La taille des carreaux détermine la taille d'un plan de travail pour l'affichage progressif. Cette option n'est disponible que si l'option compatibilité est réglée sur Acrobat 6, 1.5 ou une version ultérieure et si la compression est réglée sur JPEG 2000. Pour les images monochromes, il y a deux méthodes de compression disponibles, mais uniquement pour les images bitmap monochromes. La compression CCITT, Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony, convient aux images en noir et blanc ou aux images numérisées avec une profondeur de 1 bit. Le groupe 4 est une méthode générale qui produit une bonne compression pour la plupart des images monochromes. Le groupe 3 est utilisé pour la plupart des télécopieurs, compresse les images bitmap monochromes, une rangée à la fois. Le RLE est la meilleure compression possible lorsque les images contiennent des zones étendues de blanc ou noir unis. Au-dessous de compression, il y a le volet repères et fond perdu. Le fond perdu est la partie de l'œuvre située en dehors du cadre, de l'impression, ou des marques de découpe et de délimitation. Vous pouvez inclure le fond perdu dans la maquette comme marge d'erreur pour vous assurer que l'encre s'imprime jusqu'au bord de la page une fois qu'elle est coupée ou pour vous assurer qu'un bord extérieur peut être ajouté à la maquette. Vous pouvez spécifier la dimension des fonds perdus et ajouter plusieurs marques d'imprimante au fichier. Nous avons terminé notre partie du cours pour aujourd'hui. Nous reviendrons plus tard sur ces éléments lors de cas pratiques. Passons maintenant à notre dernier quiz. Première question. Que faut-il faire pour ajuster le rayon arrondi d'une forme carrée? Réponse A. Faire glisser l'un des diamants avec Shift enfoncé. Réponse B. Faire glisser l'un des diamants avec Alt enfoncé. Réponse C. Faire glisser l'un des diamants avec le centre du bloc. Ou réponse D. Faire Alt plus clic. Pour ajuster les 4 sommets en même temps, il suffit de faire glisser l'un des diamants vers le centre du bloc. Donc la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 2. Comment trouver le panneau alignement? Réponse A. Fenêtre, alignement. Réponse B. Fenêtre, aligné. Réponse C. Fenêtre, objet et mise en page. Réponse D. Fenêtre, objet et mise en page, aligné. La bonne réponse est la réponse D. Pour avoir accès au panneau alignement, il suffit d'aller sur Fenêtre, Objet et mise en page, Aligné. Question numéro 3. Parmi les propositions suivantes, laquelle permet de grouper des objets? Réponse A. Shift plus CTRL plus G. Réponse B. CTRL plus G. Réponse C. Alt plus G. Ou réponse D. Shift plus G.
Pour grouper des objets, il faut cliquer sur CTRL plus G. Ainsi, la bonne réponse est la réponse B. Quatrième question. Que spécifie l'option Compatibilité dans le volet général de la boîte de dialogue d'exportation au format Adobe PDF? Réponse A. Elle spécifie une version PDF. Réponse B. Elle spécifie un format PDF/X. Réponse C. Elle spécifie les options de base. Ou réponse D. Elle indique si l'œuvre doit être compressée ou sous-échantillonnée. La bonne réponse est la réponse A. L'option Compatibilité spécifie une version PDF pour le fichier. Dernière question. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas proposée pour la compression d'une image en couleur? Réponse A. Automatique, JPG. Réponse B. ZIP. Réponse C. CCIT. Réponse D. JPEG. Le mode de compression est disponible uniquement pour les images bitmap monochromes et non pour les images en couleur. Cela veut dire que la bonne réponse est la réponse C. Et voilà, vous avez terminé le cours et le quiz pour aujourd'hui. Bravo à vous. J'espère que ça vous aura plu. Nous voilà à la fin de notre cours sur InDesign. J'espère que vous avez été attentifs, car la suite vous réservera bien des surprises. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle session. À très vite.